Et est-ce que la fille de madame Swann était à ce dîner demandai-je à M. de Norpois, profitant pour faire cette question d'un moment où, comme on passait au salon, je pouvais dissimuler plus facilement mon émotion que je n'aurais fait à table, immobile et en pleine lumière. M. de Norpois parut chercher un instant à se souvenir. Oui, une jeune personne de 14 à 15 ans. En effet, je me souviens qu'elle m'a été présentée avant le dîner comme la fille de notre amphitryon. Je vous dirai que je l'ai peu vue, elle est allée se coucher de bonne heure. Où elle allait chez des amis, je ne me rappelle pas bien. Mais je vois que vous êtes fort au courant de la maison Swann. Je joue avec mademoiselle Swann aux Champs-Élysées. Elle est délicieuse. Ah, voilà, voilà. Mais à moi, en effet, elle m'a paru charmante. Je vous avoue pourtant que je ne crois pas qu'elle approchera jamais de sa mère, si je peux dire cela sans blesser en vous un sentiment trop vif. Je préfère la figure de mademoiselle Swann, mais j'admire aussi énormément sa mère. Je vais me promener au bois rien que dans l'espoir de la voir passer. Ah, mais je vais leur dire cela, elles seront très flattées. Pendant qu'il disait ces mots, M. de Norpois était pour quelques secondes encore dans la situation de toutes les personnes qui, m'entendant parler de Swann comme d'un homme intelligent, de ses parents comme d'agents de change honorables, de sa maison comme d'une belle maison, croyaient que je parlerais aussi volontiers d'un autre homme aussi intelligent, d'autres agents de change aussi honorables, d'une autre maison aussi belle. C'est le moment où un homme sain d'esprit, qui cause avec un fou, ne s'est pas encore aperçu que c'est un fou. M. de Norpois savait qu'il n'y avait rien que de naturel dans le plaisir de regarder les jolies femmes, qu'il est de bonne compagnie, dès que quelqu'un nous parle avec chaleur de l'une d'elles, de faire semblant de croire qu'il en est amoureux, de l'en plaisanter et de lui promettre de seconder ses desseins. Mais en disant qu'il parlerait de moi à Gilberte et à sa mère, ce qui me permettrait, comme une divinité de l'Olympe qui a pris la fluidité d'un souffle, ou plutôt l'aspect du vieillard dont Minerve emprunte les traits, de pénétrer moi-même, invisible, dans le salon de madame Swann, d'attirer son attention, d'occuper sa pensée, d'exciter sa reconnaissance pour mon admiration, de lui apparaître comme l'ami d'un homme important, de lui sembler à l'avenir digne d'être invité par elle et d'entrer dans l'intimité de sa famille. Cet homme important, qui allait user en ma faveur du grand prestige qu'il devait avoir aux yeux de madame Swann, m'inspira subitement une tendresse si grande que j'eus peine à me retenir de ne pas embrasser ces douces mains blanches et fripées qui avaient l'air d'être restées trop longtemps dans l'eau. J'en ébauchai presque le geste que je me crus seul à avoir remarqué. Il est difficile, en effet, à chacun de nous de calculer exactement à quelle échelle ces paroles ou ces mouvements apparaissent à autrui. Par peur de nous exagérer notre importance et en grandissant dans des proportions énormes le champ sur lequel sont obligés de s'étendre les souvenirs des autres au cours de leur vie, nous nous imaginons que les parties accessoires de notre discours, de nos attitudes, pénètrent à peine dans la conscience, à plus forte raison, ne demeurent pas dans la mémoire de ceux avec qui nous causons. C'est d'ailleurs à une supposition de ce genre qu'obéissent les criminels quand ils retouchent après coup un mot qu'ils ont dit et duquel ils pensent qu'on ne pourra confronter cette variante à aucune autre version. Mais il est bien possible que même en ce qui concerne la vie millénaire de l'humanité, la philosophie du feuilletoniste selon laquelle tout est promis à l'oubli soit moins vraie qu'une philosophie contraire qui prédirait la conservation de toute chose. Dans le même journal où le moraliste du premier Paris nous dit d'un événement, d'un chef-d'œuvre, à plus forte raison d'une chanteuse qui eut son heure de célébrité, qui se souviendra de tout cela dans 10 ans? À la 3e page, le compte-rendu de l'Académie des inscriptions ne parle-t-il pas souvent d'un fait par lui-même moins important, d'un poème de peu de valeur qui date de l'époque des pharaons et qu'on connaît encore intégralement? Peut-être n'en est-il pas tout à fait de même dans la courte vie humaine. Pourtant, quelques années plus tard, dans une maison où M. de Norpois, qui se trouvait en visite, me semblait le plus solide appui que j'y pusse rencontrer, parce qu'il était l'ami de mon père, indulgent, porté à nous vouloir du bien à tous,
d'ailleurs habitué par sa profession et ses origines à la discrétion, quand, une fois l'ambassadeur parti, on me raconta qu'il avait fait allusion à une soirée d'autrefois dans laquelle il avait vu le moment où j'allais lui baiser les mains. Je ne rougis pas seulement jusqu'aux oreilles, je fus stupéfait d'apprendre qu'était si différent de ce que j'aurais cru, non seulement la façon dont M. de Norpois parlait de moi, mais encore la composition de ses souvenirs. Ce potin m'éclaira sur les proportions inattendues de distraction et de présence d'esprit, de mémoire et d'oubli dont est fait l'esprit humain. Et je fus aussi merveilleusement surpris que le jour où je lus pour la première fois dans un livre de Maspero qu'on savait exactement la liste des chasseurs qu'Assurbanipal invitait à ses battues 10 siècles avant Jésus-Christ. « Oh, monsieur, dis-je à M. de Norpois, quand il m'annonça qu'il ferait part à Gilberte et à sa mère de l'admiration que j'avais pour elle, si vous faisiez cela, si vous parliez de moi à madame Swann, ce ne serait pas assez de toute ma vie pour vous témoigner ma gratitude, et cette vie vous appartiendrait. Mais je tiens à vous faire remarquer que je ne connais pas madame Swann, et que je ne lui ai jamais été présenté. » J'avais ajouté ces derniers mots par scrupule, et pour ne pas avoir l'air de m'être vanté d'une relation que je n'avais pas. Mais, en les prononçant, je sentais qu'ils étaient déjà devenus inutiles, car dès le début de mon remerciement, d'une ardeur réfrigérante, j'avais vu passer sur le visage de l'ambassadeur une expression d'hésitation et de mécontentement, et dans ses yeux ce regard vertical, étroit et oblique, comme dans le dessin en perspective d'un solide, la ligne fuyante d'une de ses faces, regard qui s'adresse à cet interlocuteur invisible qu'on a en soi-même, au moment où on lui dit quelque chose que l'autre interlocuteur, le monsieur avec qui on parlait jusqu'ici, moi, dans la circonstance, ne doit pas entendre. Je me rendis compte aussitôt que ces phrases que j'avais prononcées et qui, faibles encore auprès de l'effusion reconnaissante dont j'étais envahi, m'avaient paru devoir toucher M. de Norpois et achever de le décider à une intervention qui lui eût donné si peu de peine, et à moi tant de joie, était peut-être, entre toutes ces phrases qu'eussent pu chercher diaboliquement des personnes qui m'eussent voulu du mal, les seules qui pussent avoir pour résultat de l'y faire renoncer. En les entendant, en effet, de même qu'au moment où un inconnu, avec qui nous venions d'échanger agréablement des impressions que nous avions pu croire semblables sur des passants que nous nous accordions à trouver vulgaires, nous montre tout à coup l'abîme pathologique qui le sépare de nous, en ajoutant négligemment, tout en tâtant sa poche, « C'est malheureux que je n'ai pas mon revolver, il n'en serait pas resté un seul. » Monsieur de Norpois, qui savait que rien n'était moins précieux ni plus aisé que d'être recommandé à madame Swann et introduit chez elle, et qui vit que pour moi, au contraire, cela présentait un tel prix, par conséquent sans doute une grande difficulté, pensa que le désir, normal en apparence, que j'avais exprimé, devait dissimuler quelques pensées différentes, quelques visées suspectes, quelques fautes antérieures, à cause de quoi, dans la certitude de déplaire à madame Swann, personne n'avait jusqu'ici voulu se charger de lui transmettre une commission de ma part. Et je compris que cette commission, il ne la ferait jamais, qu'il pourrait voir madame Swann quotidiennement pendant des années sans pour cela lui parler une seule fois de moi. Il lui demanda cependant quelques jours plus tard un renseignement que je désirais et chargea mon père de me le transmettre, mais il n'avait pas cru devoir dire pour qui il le demandait. Elle n'apprendrait donc pas que je connaissais M. de Norpois et que je souhaitais tant d'aller chez elle. Et ce fut peut-être un malheur moins grand que je ne croyais, car la seconde de ces nouvelles n'eût probablement pas beaucoup ajouté à l'efficacité, d'ailleurs incertaine, de la première. Pour Odette, l'idée de sa propre vie et de sa demeure n'éveillant aucun trouble mystérieux, une personne qui la connaissait, qui allait chez elle, ne lui semblait pas un être fabuleux
comme il le paraissait à moi qui aurais jeté dans les fenêtres de Swann une pierre si j'avais pu écrire sur elle que je connaissais M. de Norpois. J'étais persuadé qu'un tel message, même transmis d'une façon aussi brutale, m'eût donné beaucoup plus de prestige aux yeux de la maîtresse de la maison qu'il ne l'eût indisposé contre moi. Mais, même si j'avais pu me rendre compte que la mission dont ne s'acquitta pas M. de Norpois fût restée sans utilité, bien plus qu'elle eût pu me nuire auprès des Swann, je n'aurais pas eu le courage, s'il s'était montré consentant, d'en décharger l'ambassadeur et de renoncer à la volupté, si funeste qu'en pussent être les suites, que mon nom et ma personne se trouvassent ainsi un moment auprès de Gilberte, dans sa maison et sa vie inconnue. Quand M. de Norpois fut parti, mon père jeta un coup d'œil sur le journal du soir. Je songeais de nouveau à la Berma. Le plaisir que j'avais eu à l'entendre exigeait d'autant plus d'être complété qu'il était loin d'égaler celui que je m'étais promis. Aussi s'assimilait-il immédiatement tout ce qui était susceptible de le nourrir, par exemple ses mérites que M. de Norpois avait reconnus à la Berma, et que mon esprit avait bu d'un seul trait, comme un pré trop sec sur qui on verse de l'eau. Or mon père me passa le journal en me désignant un entrefilet conçu en ces termes. La représentation de Phèdre, qui a été donnée devant une salle enthousiaste, où on remarquait les principales notabilités du monde des arts et de la critique, a été pour madame Berma, qui jouait le rôle de Phèdre, l'occasion d'un triomphe comme elle en a rarement connu de plus éclatant au cours de sa prestigieuse carrière. Nous reviendrons plus longuement sur cette représentation qui constitue un véritable événement théâtral. Disons seulement que les juges les plus autorisés s'accordaient à déclarer qu'une telle interprétation renouvelait entièrement le rôle de Phèdre, qui est un des plus beaux et des plus fouillés de Racine, et constituait la plus pure et la plus haute manifestation d'art à laquelle, de notre temps, il ait été donné d'assister. Dès que mon esprit eut conçu cette idée nouvelle de la plus pure et haute manifestation d'art, celle-ci se rapprocha du plaisir imparfait que j'avais éprouvé au théâtre, lui ajouta un peu de ce qui lui manquait, et leur réunion forma quelque chose de si exaltant que je m'écriai « Quel grand artiste !» Sans doute on peut trouver que je n'étais pas absolument sincère, mais qu'on songe plutôt à tant d'écrivains qui, mécontents du morceau qu'ils viennent d'écrire, s'ils lisent un éloge du génie de Chateaubriand, ou évoquant tel grand artiste dont ils ont souhaité d'être l'égal, fredonnant par exemple en eux-mêmes telle phrase de Beethoven de laquelle ils comparent la tristesse à celle qu'ils ont voulu mettre dans leur prose, se remplissent tellement de cette idée de génie qu'ils l'ajoutent à leur propre production en repensant à elle, ne les voient plus telles qu'elles leur étaient apparues d'abord, et risquant un acte de foi dans la valeur de leur œuvre, se disent « après tout », sans se rendre compte que, dans le total qui détermine leur satisfaction finale, ils font entrer le souvenir de merveilleuses pages de Chateaubriand qu'ils assimilent aux leurs, mais enfin qu'ils n'ont point écrites. Qu'on se rappelle tant d'hommes qui croient en l'amour d'une maîtresse de qui ils ne connaissent que les trahisons. Tous ceux aussi qui espèrent alternativement soit une survie incompréhensible dès qu'ils pensent, maris inconsolables à une femme qu'ils ont perdue et qu'ils aiment encore, artistes, à la gloire future de laquelle ils pourront jouir, soit un néant rassurant quand leur intelligence se reporte au contraire aux fautes que, sans lui, ils auraient à expier après leur mort. Qu'on pense encore aux touristes qu'exalte la beauté d'ensemble d'un voyage dont, jour par jour, ils n'ont éprouvé que de l'ennui, et qu'on dise, si dans la vie en commun que mènent les idées au sein de notre esprit, il est une seule de celles qui nous rendent le plus heureux, qui n'ait été d'abord en véritable parasite demandé à une idée étrangère et voisine le meilleur de la force qui lui manquait. Ma mère ne parut pas très satisfaite que mon père ne songeât plus pour moi à la carrière. Je crois que, soucieuse avant tout qu'une règle d'existence disciplinât les caprices de mes nerfs, ce qu'elle regrettait, c'était moins de me voir renoncer à la diplomatie
que m'a donné à la littérature. « Me laisse donc !» s'écria mon père. « Il faut avant tout prendre du plaisir à ce qu'on fait. » Or, il n'est plus un enfant. Il sait bien que maintenant, ce qu'il aime, il est peu probable qu'il change. Et il est capable de se rendre compte de ce qui le rendra heureux dans l'existence. En attendant que, grâce à la liberté qu'elle m'octroyait, je fusse ou non heureux dans l'existence, les paroles de mon père me firent ce soir-là bien de la peine. De tout temps, ces gentillesses imprévues m'avaient, quand elles se produisaient, donné une telle envie d'embrasser au-dessus de sa barbe ses joues colorées, que si je n'y cédais pas, c'était seulement par peur de lui déplaire. Aujourd'hui, comme un auteur s'effraie de voir ses propres rêveries, qui lui paraissent sans grande valeur, parce qu'il ne les sépare pas de lui-même, obliger un éditeur à choisir un papier, à employer des caractères peut-être trop beaux pour elle, je me demandais si mon désir d'écrire était quelque chose d'assez important pour que mon père dépensât à cause de cela tant de bonté. Mais surtout, en parlant de mes goûts qui ne changeraient plus, de ce qui était destiné à rendre mon existence heureuse, il insinuait en moi deux terribles soupçons. Le premier, c'était que, alors que chaque jour je me considérais comme sur le seuil de ma vie encore intacte et qui ne débuterait que le lendemain matin, mon existence était déjà commencée, bien plus, que ce qui allait en suivre ne serait pas très différent de ce qui avait précédé. Le second soupçon, qui n'était à vrai dire qu'une autre forme du premier, c'est que je n'étais pas situé en dehors du temps, mais soumis à ses lois, tout comme ces personnages de romans qui, à cause de cela, me jetaient dans une telle tristesse quand je lisais leur vie à Combray au fond de ma guérite d'osier. Théoriquement, on sait que la terre tourne, mais en fait on ne s'en aperçoit pas. Le sol sur lequel on marche semble ne pas bouger, et on vit tranquille. Il en est ainsi du temps dans la vie. Et pour rendre sa fuite sensible, les romanciers sont obligés, en accélérant follement les battements de l'aiguille, de faire franchir au lecteur 10, 20, 30 ans en 2 minutes. Au haut d'une page, on a quitté un amant plein d'espoir, au bas de la suivante, on le retrouve octogénaire, accomplissant péniblement dans le préau d'un hospice sa promenade quotidienne, répondant à peine aux paroles qu'on lui adresse, ayant oublié le passé. En disant de moi « ce n'est plus un enfant, ses goûts ne changeront plus, etc. », mon père venait tout d'un coup de me faire apparaître à moi-même dans le temps, et me causait le même genre de tristesse que si j'avais été non pas encore l'hospitalisé ramolli, mais ces héros dont l'auteur, sur un ton indifférent qui est particulièrement cruel, nous dit à la fin d'un livre « il quitte de moins en moins la campagne, il a fini par s'y fixer définitivement, etc. » Cependant, mon père, pour aller au-devant des critiques que nous aurions pu faire sur notre invité, dit à maman « J'avoue que le père Norpois a été un peu poncif, comme vous dites. Quand il a dit qu'il aurait été peu séant de poser une question au comte de Paris, j'ai eu peur que vous ne vous mettiez à rire. » « Mais pas du tout, répondit ma mère. J'aime beaucoup qu'un homme de cette valeur et de cet âge ait gardé cette sorte de naïveté qui ne prouve qu'un fond d'honnêteté et de bonne éducation. Je crois bien. Cela ne l'empêche pas d'être fin et intelligent. Je le sais, moi qui le vois à la commission tout autre qu'il n'est ici, s'écria mon père, heureux de voir que maman appréciait M. de Norpois et voulant lui persuader qu'il était encore supérieur à ce qu'elle croyait, parce que la cordialité surfait avec autant de plaisir qu'en prend la taquinerie à déprécier. Comment a-t-il donc dit ? Avec les princes, on ne sait jamais. Mais oui, comme tu dis là, j'avais remarqué, c'est très fin, on voit qu'il a une profonde expérience de la vie. C'est extraordinaire qu'il ait dîné chez les Swann et qu'il y ait trouvé en somme des gens réguliers, des fonctionnaires. Où est-ce que madame Swann a pu aller pêcher tout ce monde-là ? As-tu remarqué avec quelle malice il a fait cette réflexion ? C'est une maison où il va surtout des hommes. Et tous deux cherchaient à reproduire la manière dont M. de Norpois avait dit cette phrase, comme ils auraient fait pour quelque intonation de Bressan ou de Thiron dans L'Aventurière ou dans Le gendre de M. Poirier. Mais de tous ces mots, le plus goûté le fut par Françoise, qui, encore plusieurs années après, ne pouvait pas tenir son sérieux
si on lui rappelait qu'elle avait été traitée par l'ambassadeur de chef de premier ordre, ce que ma mère était allée lui transmettre comme un ministre de la guerre les félicitations d'un souverain de passage après la revue. Je l'avais d'ailleurs précédée à la cuisine, car j'avais fait promettre à Françoise, pacifiste mais cruelle, qu'elle ne ferait pas trop souffrir le lapin qu'elle avait à tuer, et je n'avais pas eu de nouvelles de cette mort. Françoise m'assura qu'elle s'était passée le mieux du monde et très rapidement. J'ai jamais vu une bête comme ça. Elle est morte sans dire seulement une parole. Vous auriez dit qu'elle était muette. Peu au courant du langage des bêtes, j'alléguai que le lapin ne criait peut-être pas comme le poulet. Attendez un peu voir, me dit Françoise, indignée de mon ignorance. Si les lapins ne crient pas autant comme les poulets, ils ont même la voix bien plus forte. Françoise accepta les compliments de M. de Norpois avec la fière simplicité, le regard joyeux et, fût-ce momentanément, intelligent, d'un artiste à qui on parle de son art. Ma mère l'avait envoyé autrefois dans certains grands restaurants voir comment on y faisait la cuisine. J'eus ce soir-là à l'entendre traiter les plus célèbres de gargotes le même plaisir qu'autrefois à apprendre, pour les artistes dramatiques, que la hiérarchie de leur mérite n'était pas la même que celle de leur réputation. L'ambassadeur, lui dit ma mère, assure que nulle part on ne mange de bœuf froid et de soufflé comme les vôtres. Françoise, avec un air de modestie et de rendre hommage à la vérité, l'accorda, sans être d'ailleurs impressionnée par le titre d'ambassadeur. Elle disait de M. de Norpois, avec l'amabilité due à quelqu'un qui l'avait prise pour un chef, « C'est un bon vieux comme moi ». Elle avait bien cherché à l'apercevoir quand il était arrivé, mais sachant que maman détestait qu'on fût derrière les portes ou aux fenêtres, et pensant qu'elle serait par les autres domestiques ou par les concierges qu'elle avait fait le guet, car Françoise ne voyait partout que jalousie et racontage qui jouaient dans son imagination le même rôle permanent et funeste que, pour telles autres personnes, les intrigues des jésuites ou des juifs, elle s'était contentée de regarder par la croisée de la cuisine pour ne pas avoir des raisons avec madame, et sous l'aspect sommaire de M. de Norpois, elle avait cru voir M. le Grand, à cause de son agilité, et bien qu'il n'y eût pas un trait commun entre eux. Mais enfin, lui demanda ma mère, comment expliquez-vous que personne ne fasse la gelée aussi bien que vous, quand vous le voulez? Je ne sais pas d'où ce que ça devient, répondit Françoise, qui n'établissait pas une démarcation bien nette entre le verbe venir, au moins pris dans certaines acceptions, et le verbe devenir. Elle disait vrai, du reste, en partie, et n'était pas beaucoup plus capable, ou désireuse, de dévoiler le mystère qui faisait la supériorité de ses gelées ou de ses crèmes, qu'une grande élégante pour ses toilettes, ou une grande cantatrice pour son chant. Leurs explications ne nous disent pas grand-chose. Il en était de même des recettes de notre cuisinière. « Ils font cuire trop à la va-vite, » répondit-elle en parlant des grands restaurateurs, « et puis pas tout ensemble. Il faut que le bœuf, il devienne comme une éponge, alors il boit tout le jus jusqu'au fond. » Pourtant, il y avait un de ces cafés où il me semble qu'on savait bien un peu faire la cuisine. Je ne dis pas que c'était tout à fait magelé, mais c'était fait bien doucement, et les soufflés, ils avaient bien de la crème. « Est-ce Henri ?» demanda mon père qui nous avait rejoints et appréciait beaucoup le restaurant de la place Gaillon, où il avait à date fixe des repas de corps. « Oh non, dit Françoise avec une douceur qui cachait un profond dédain. Je parlais d'un petit restaurant. Chez cet Henri, c'est très bon, bien sûr, mais c'est pas un restaurant, c'est plutôt un bouillon. Weber? Ah non, monsieur, je voulais dire un bon restaurant. Weber, c'est dans la rue Royale. Ce n'est pas un restaurant, c'est une brasserie. Je ne sais pas si ce qu'ils vous donnent est servi. Je crois qu'ils n'ont même pas de nappe. Ils posent cela comme cela sur la table. Va comme je te pousse. Sirop? François sourit. Oh là, je crois qu'en fait cuisine, il y a surtout des dames du monde. Monde signifiait pour Françoise demi-monde. Dame. Il faut ça pour la jeunesse. Nous nous apercevions qu'avec son air de simplicité, Françoise était pour les cuisiniers célèbres une plus terrible camarade que ne peut l'être l'actrice la plus envieuse et la plus infatuée. Nous sentîmes pourtant qu'elle avait un sentiment juste de son art et le respect des traditions, car elle ajouta « Non, je veux dire un restaurant où c'est qu'il y avait l'air d'avoir une bien bonne petite cuisine bourgeoise.
C'est une maison encore assez conséquente. Ça travaillait beaucoup. Ah, on en ramassait des sous là-dedans. Françoise, économe, comptait par sous, non par louis comme les décavés. Madame connaît bien là-bas, à droite, sur les grands boulevards, un peu en arrière. Le restaurant dont elle parlait avec cette équité mêlée d'orgueil et de bonhomie, c'était le café anglais. Quand vint le 1er janvier, je fis d'abord des visites de famille avec maman, qui, pour ne pas me fatiguer, les avait d'avance, à l'aide d'un itinéraire tracé par mon père, classés par quartier plutôt que selon le degré exact de la parenté. Mais à peine entré dans le salon d'une cousine assez éloignée, qui avait comme raison de passer d'abord que sa demeure ne le fût pas de la nôtre, ma mère était épouvantée en voyant ces marrons glacés ou déguisés à la main, le meilleur ami du plus susceptible de mes oncles, auquel il allait rapporter que nous n'avions pas commencé notre tournée par lui. Cet oncle serait sûrement blessé. Il n'eût trouvé que naturel que nous allassions de la Madeleine au Jardin des Plantes, où il habitait, avant de nous arrêter à Saint-Augustin pour repartir rue de l'École de médecine. Les visites finies, ma grand-mère dispensait que nous en fissions chez elle, comme nous y dînions ce jour-là, je courus jusqu'aux Champs-Élysées porter à notre marchande, pour qu'elle la remît à la personne qui venait plusieurs fois par semaine de chez les Swann y chercher du pain d'épices, la lettre que, dès le jour où mon ami m'avait fait tant de peine, j'avais décidé de lui envoyer au Nouvel An, et dans laquelle je lui disais que notre amitié ancienne disparaissait avec l'année finie, que j'oubliais mes griefs et mes déceptions, et qu'à partir du 1er janvier, c'était une amitié neuve que nous allions bâtir, si solide que rien ne la détruirait, si merveilleuse que j'espérais que Gilberte mettrait quelque coquetterie à lui garder toute sa beauté et à m'avertir à temps, comme je promettais de le faire moi-même, aussitôt que surviendrait le moindre péril qui pourrait l'endommager. En rentrant, Françoise me fit arrêter au coin de la rue Royale devant un étalage en plein vent où elle choisit pour ses propres étrennes des photographies de Pineuf et de Raspail et où, pour ma part, j'en achetai une de la Berma. Les innombrables admirations qu'excitait l'artiste donnaient quelque chose d'un peu pauvre à ce visage unique qu'elle avait pour y répondre, immuable et précaire comme ce vêtement des personnes qui n'en ont pas de rechange, et où elle ne pouvait exhiber toujours que le petit pli au-dessus de la lèvre supérieure, le relèvement des sourcils, quelques autres particularités physiques toujours les mêmes qui, en somme, étaient à la merci d'une brûlure ou d'un choc. Ce visage, d'ailleurs, ne m'eût pas à lui seul semblé beau, mais il me donnait l'idée, et par conséquent l'envie de l'embrasser à cause de tous les baisers qu'il avait dû supporter, et que, du fond de la carte album, il semblait appeler encore par ce regard coquettement tendre et ce sourire artificieusement ingénu. Car la Berma devait ressentir effectivement pour bien des jeunes hommes ces désirs qu'elle avouait sous le couvert du personnage de Phèdre, et dont tout, même le prestige de son nom qui ajoutait à sa beauté et prorogeait sa jeunesse, devait lui rendre l'assouvissement si facile. Le soir tombait, je m'arrêtai devant une colonne de théâtre où était affichée la représentation que la Berma donnait pour le 1er janvier. Il soufflait un vent humide et doux. C'était un temps que je connaissais. J'eus la sensation et le pressentiment que le jour de l'an n'était pas un jour différent des autres, qu'il n'était pas le premier d'un monde nouveau où j'aurais pu, avec une chance encore intacte, refaire la connaissance de Gilberte comme au temps de la création, comme s'il n'existait pas encore de passé, comme si eussent été anéantis, avec les indices qu'on aurait pu en tirer pour l'avenir, les déceptions qu'elle m'avait parfois causées. Un nouveau monde où rien ne subsista de l'ancien, rien qu'une chose, mon désir que Gilberte m'aimât. Je compris que si mon cœur souhaitait ce renouvellement autour de lui d'un univers qui ne l'avait pas satisfait, c'est que lui, mon cœur, n'avait pas changé, et je me dis qu'il n'y avait pas de raison pour que celui de Gilberte eût changé davantage. Je sentis que cette nouvelle amitié, c'était la même
comme ne sont pas séparées des autres par un fossé les années nouvelles que notre désir, sans pouvoir les atteindre et les modifier, recouvre à leur insu d'un nom différent. J'avais beau dédier celle-ci à Gilberte, et comme on superpose une religion aux lois aveugles de la nature, essayer d'imprimer au jour de l'an l'idée particulière que je m'étais faite de lui, c'était en vain. Je sentais qu'il ne savait pas qu'on l'appelât le jour de l'an, qu'il finissait dans le crépuscule d'une façon qui ne m'était pas nouvelle. Dans le vent doux qui soufflait autour de la colonne d'affiches, j'avais reconnu, j'avais senti reparaître la matière éternelle et commune, l'humidité familière, l'ignorante fluidité des anciens jours. Je revins à la maison. Je venais de vivre le 1er janvier des hommes vieux qui diffèrent ce jour-là des jeunes, non parce qu'on ne leur donne plus d'étrennes, mais parce qu'ils ne croient plus au nouvel an. Des étrennes, j'en avais reçu, mais non pas les seules qui m'eussent fait plaisir et qui eussent été un mot de Gilberte. J'étais pourtant jeune encore tout de même, puisque j'avais pu lui en écrire un par lequel j'espérais, en lui disant les rêves lointains de ma tendresse, en éveiller de pareils en elle. La tristesse des hommes qui ont vieilli, c'est de ne pas même songer à écrire de telles lettres dont ils ont appris l'inefficacité. Quand je fus couché, les bruits de la rue, qui se prolongeaient plus tard ce soir de fête, me tinrent éveillé. Je pensais à tous les gens qui finiraient leur nuit dans les plaisirs, à l'amant, à la troupe de débauchés peut-être, qui avaient dû aller chercher la Berma à la fin de cette représentation que j'avais vue annoncée pour le soir. Je ne pouvais même pas, pour calmer l'agitation que cette idée faisait naître en moi dans cette nuit d'insomnie, me dire que la Berma ne pensait peut-être pas à l'amour, puisque les vers qu'elle récitait, qu'elle avait longuement étudiés, lui rappelaient à tout moment qu'il est délicieux, comme elle le savait d'ailleurs si bien qu'elle en faisait apparaître les troubles bien connus, mais doué d'une violence nouvelle et d'une douceur insoupçonnée, à des spectateurs émerveillés dont chacun pourtant les avait ressentis par soi-même. Je rallumai ma bougie éteinte pour regarder encore une fois son visage. À la pensée qu'il était sans doute en ce moment caressé par ces hommes que je ne pouvais empêcher de donner à la Berma et de recevoir d'elle des joies surhumaines et vagues, j'éprouvais un émoi plus cruel qu'il n'était voluptueux, une nostalgie que vint aggraver le son du corps, comme on l'entend la nuit de la mi-carême, et souvent des autres fêtes, et qui, parce qu'il est alors sans poésie, est plus triste sortant d'un mastroquet que le soir au fond des bois. À ce moment-là, un mot de Gilberte n'eût peut-être pas été ce qu'il m'eût fallu. Nos désirs vont s'interférant, et dans la confusion de l'existence, il est rare qu'un bonheur vienne justement se poser sur le désir qu'il avait réclamé. Je continuai à aller aux Champs-Élysées les jours de beau temps, par des rues dont les maisons élégantes et roses baignaient, parce que c'était le moment de la grande vogue des expositions d'aquarellistes, dans un ciel mobile et léger. Je mentirais en disant que, dans ce temps-là, les palais de Gabriel m'aient paru d'une plus grande beauté, ni même d'une autre époque que les hôtels avoisinants. Je trouvais plus de style, et aurais cru plus d'ancienneté, sinon au palais de l'Industrie, du moins à celui du Trocadéro. Plongé dans un sommeil agité, mon adolescence enveloppait d'un même rêve tout le quartier où elle le promenait, et je n'avais jamais songé qu'il pût y avoir un édifice du XVIIIe siècle dans la rue Royale, de même que j'aurais été étonné si j'avais appris que la porte Saint-Martin et la porte Saint-Denis, chefs-d'œuvre du temps de Louis XIV, n'étaient pas contemporains des immeubles les plus récents de ces arrondissements sordides. Une seule fois, un des palais de Gabriel me fit arrêter longuement. C'est que la nuit étant venue, ces colonnes dématérialisées par le clair de lune avaient l'air découpées dans du carton et, me rappelant un décor de l'opérette Orphée aux Enfers, me donnaient pour la première fois une impression de beauté.
Gilberte, cependant, ne revenait toujours pas aux Champs-Élysées. Et pourtant, j'aurais eu besoin de la voir, car je ne me rappelais même pas sa figure. La manière chercheuse, anxieuse, exigeante que nous avons de regarder la personne que nous aimons, notre attente de la parole qui nous donnera ou nous ôtera l'espoir d'un rendez-vous pour le lendemain, et, jusqu'à ce que cette parole soit dite, notre imagination alternative, sinon simultanée, de la joie et du désespoir, tout cela rend notre attention en face de l'être aimé trop tremblante pour qu'elle puisse obtenir de lui une image bien nette. Peut-être aussi cette activité de tous les sens à la fois, et qui essaye de connaître avec les regards seuls ce qui est au-delà d'eux, est-elle trop indulgente aux mille formes, à toutes les saveurs, aux mouvements de la personne vivante que d'habitude, quand nous n'aimons pas, nous immobilisons. Le modèle chéri, au contraire, bouge. On n'en a jamais que des photographies manquées. Je ne savais vraiment plus comment étaient faits les traits de Gilberte, sauf dans les moments divins où elle les dépliait pour moi. Je ne me rappelais que son sourire. Et ne pouvant revoir ce visage bien-aimé, quelque effort que je fisse pour m'en souvenir, je m'irritais de trouver dessinés dans ma mémoire avec une exactitude définitive les visages inutiles et frappants de l'homme des chevaux de bois et de la marchande de sucre d'orge. Ainsi, ceux qui ont perdu un être aimé, qu'ils ne revoient jamais en dormant, s'exaspèrent de rencontrer sans cesse dans leurs rêves tant de gens insupportables et que c'est déjà trop d'avoir connu dans l'état de veille. Dans leur impuissance à se représenter l'objet de leur douleur, ils s'accusent presque de n'avoir pas de douleur. Et moi, je n'étais pas loin de croire que, ne pouvant me rappeler les traits de Gilberte, je l'avais oubliée elle-même. Je ne l'aimais plus. Enfin, elle revint jouer presque tous les jours, mettant devant moi de nouvelles choses à désirer, à lui demander pour le lendemain, faisant bien chaque jour en ce sens-là de ma tendresse une tendresse nouvelle. Mais une chose changea une fois de plus, et brusquement la façon dont tous les après-midi vers 2 heures se posait le problème de mon amour. M. Swann avait-il surpris la lettre que j'avais écrite à sa fille, ou Gilberte ne faisait-elle que m'avouer longtemps après, et afin que je fusse plus prudent, un état de choses déjà ancien. Comme je lui disais combien j'admirais son père et sa mère, elle prit cet air vague, plein de réticence et de secret qu'elle avait quand on lui parlait de ce qu'elle avait à faire, de ses courses et de ses visites, et tout d'un coup finit par me dire « Vous savez, il ne vous gobe pas. » Et glissante comme une ondine, elle était ainsi. Elle éclata de rire. Souvent son rire, en désaccord avec ses paroles, semblait, comme la musique, décrire dans un autre plan une surface invisible. Monsieur et madame Swann ne demandaient pas à Gilberte de cesser de jouer avec moi, mais eussent autant aimé, pensait-elle, que cela n'eût pas commencé. Ils ne voyaient pas mes relations avec elle d'un œil favorable, ne me croyaient pas d'une grande moralité, et s'imaginaient que je ne pouvais exercer sur leur fille qu'une mauvaise influence. Ce genre de jeunes gens peu scrupuleux auxquels Swann me croyait ressembler, je me les représentais comme détestant les parents de la jeune fille qu'ils aiment, les flattant quand ils sont là, mais se moquant d'eux avec elle, la poussant à leur désobéir, et quand ils ont une fois conquis leur fille, les privant même de la revoir. À ces traits, qui ne sont jamais ceux sous lesquels le plus grand misérable se voit lui-même, avec quelle violence mon cœur opposait ces sentiments dont il était animé à l'égard de Swann, si passionné au contraire que je ne doutais pas que s'il les eût soupçonnés, il ne se fût repenti de son jugement à mon égard comme d'une erreur judiciaire. Tout ce que je ressentais pour lui, j'osai le lui écrire dans une longue lettre que je confiai à Gilberte en la priant de la lui remettre. Elle y consentit. Hélas, il voyait donc en moi un plus grand imposteur encore que je ne pensais. Ces sentiments que j'avais cru peindre en 16 pages avec tant de vérité, il en avait donc douté. La lettre que je lui écrivis,
aussi ardente et aussi sincère que les paroles que j'avais dites à M. de Norpois, n'eut pas plus de succès. Gilberte me raconta le lendemain, après m'avoir emmené à l'écart derrière un massif de lauriers, dans une petite allée où nous nous assîmes chacun sur une chaise, qu'en lisant la lettre qu'elle me rapportait, son père avait haussé les épaules en disant « Tout cela ne signifie rien, cela ne fait que prouver combien j'ai raison. » Moi qui savais la pureté de mes intentions, la bonté de mon âme, j'étais indigné que mes paroles n'eussent même pas effleuré l'absurde erreur de Swann. Car que ce fût une erreur, je n'en doutais pas alors. Je sentais que j'avais décrit avec tant d'exactitude certaines caractéristiques irrécusables de mes sentiments généreux que, pour que, d'après elle, Swann ne les eût pas aussitôt reconstitués, ne fût pas venu me demander pardon et avouer qu'il s'était trompé. Il fallait que ces nobles sentiments, il ne les eût lui-même jamais ressentis, ce qui devait le rendre incapable de les comprendre chez les autres. Or, peut-être simplement Swann savait-il que la générosité n'est souvent que l'aspect intérieur que prennent nos sentiments égoïstes quand nous ne les avons pas encore nommés et classés. Peut-être avait-il reconnu dans la sympathie que je lui exprimais un simple effet et une confirmation enthousiaste de mon amour pour Gilberte, par lequel, et non par ma vénération secondaire pour lui, seraient fatalement dans la suite dirigés mes actes. Je ne pouvais partager ces prévisions, car je n'avais pas réussi à abstraire de moi-même mon amour, à le faire rentrer dans la généralité des autres et à en supporter expérimentalement les conséquences. J'étais désespéré. Je dus quitter un instant Gilberte, Françoise m'ayant appelé. Il me fallut l'accompagner dans un petit pavillon treillissé de verre, assez semblable au bureau d'octroi désaffecté du vieux Paris, et dans lequel était depuis peu installé ce qu'on appelle en Angleterre un lavabo, et en France, par une anglomanie mal informée, des water closets. Les murs humides et anciens de l'entrée, où je restai à attendre Françoise, dégageaient une fraîche odeur de renfermé qui, mal légende aussitôt des soucis que venaient de faire naître en moi les paroles de Swann rapportées par Gilberte, me pénétra d'un plaisir non pas de la même espèce que les autres, lesquels nous laissent plus instables, incapables de les retenir, de les posséder, mais au contraire d'un plaisir consistant auquel je pouvais m'étayer, délicieux, paisible, riche d'une vérité durable, inexpliquée et certaine. J'aurais voulu, comme autrefois dans mes promenades du côté de Guermantes, essayer de pénétrer le charme de cette impression qui m'avait saisi et rester immobile à interroger cette émanation vieillotte qui me proposait non de jouir du plaisir qu'elle ne me donnait que par surcroît, mais de descendre dans la réalité qu'elle ne m'avait pas dévoilée. Mais la tenancière de l'établissement, vieille dame à joues plâtrées et à perruque rousse, se mit à me parler. Françoise la croyait tout à fait bien de chez elle. Sa demoiselle avait épousé ce que Françoise appelait un jeune homme de famille, par conséquent quelqu'un qu'elle trouvait plus différent d'un ouvrier que Saint-Simon un duc d'un homme sorti de la lie du peuple. Sans doute la tenancière, avant de l'être, avait eu des revers, mais Françoise assurait qu'elle était marquise et appartenait à la famille de Saint-Féréol. Cette marquise me conseilla de ne pas rester au frais et m'ouvrit même un cabinet en me disant « Vous ne voulez pas entrer ? En voici un tout propre, pour vous ce sera gratis. » Elle le faisait peut-être seulement comme les demoiselles de chez Gouache, quand nous venions faire une commande, m'offraient un des bonbons qu'elles avaient sur le comptoir sous des cloches de verre et que maman me défendait, hélas, d'accepter. Peut-être aussi moins innocemment, comme telle vieille fleuriste par qui maman faisait remplir ses jardinières et qui me donnait une rose en roulant des yeux doux. En tout cas, si la marquise avait du goût pour les jeunes garçons en leur ouvrant la porte hypogéenne de ces cubes de pierre où les hommes sont accroupis comme des sphinx, elle devait chercher dans ces générosités moins l'espérance de les corrompre que le plaisir qu'on éprouve à se montrer vraiment prodigue envers ce qu'on aime, car je n'ai jamais vu auprès d'elle d'autre visiteur qu'un vieux garde forestier du jardin. Un instant après,
je prenais congé de la marquise, accompagné de Françoise, et je quittai cette dernière pour retourner auprès de Gilberte. Je l'aperçus tout de suite sur une chaise derrière le massif de laurier. C'était pour ne pas être vue de ses amis, en jouette à cache-cache. J'allai m'asseoir à côté d'elle. Elle avait une toque plate qui descendait assez bas sur ses yeux, leur donnant ce même regard en dessous, rêveur et fourbe que je lui avais vu la première fois à Combray. Je lui demandai s'il n'y avait pas moyen que j'eusse une explication verbale avec son père. Gilberte me dit qu'elle la lui avait proposé, mais qu'il la jugeait inutile. « Tenez, ajouta-t-elle, ne me laissez pas votre lettre. Il faut rejoindre les autres puisqu'ils ne m'ont pas trouvé. » Si Swann était arrivé alors, avant même que je l'eusse reprise, cette lettre de la sincérité de laquelle je trouvais qu'il avait été si insensé de ne pas s'être laissé persuader, peut-être aurait-il vu que c'était lui qui avait raison. Car m'approchant de Gilberte qui, renversée sur sa chaise, me disait de prendre la lettre et ne me la tendait pas, je me sentis si attiré par son corps que je lui dis « Voyons, empêchez-moi de l'attraper. Nous allons voir qui sera le plus fort. » Elle la mit dans son dos. Je passai mes mains derrière son cou, en soulevant les nattes de ses cheveux qu'elle portait sur les épaules, soit que ce fût encore de son âge, soit que sa mère voulut la faire paraître plus longtemps d'enfant, afin de se rajeunir elle-même, nous luttions, arc-boutés. Je tâchai de la tirer, elle résistait. Ses pommettes enflammées par l'effort étaient rouges et rondes comme des cerises. Elle riait comme si je l'eusse chatouillée. Je la tenais serrée entre mes jambes comme un arbuste après lequel j'aurais voulu grimper. Et, au milieu de la gymnastique que je faisais, sans qu'en fût à peine augmenté l'essoufflement que me donnait l'exercice musculaire et l'ardeur du jeu, je répandis, comme quelques gouttes de sueur arrachées par l'effort, mon plaisir auquel je ne pus pas même m'attarder le temps d'en connaître le goût. Aussitôt je pris la lettre. Alors Gilberte me dit avec bonté « Vous savez, si vous voulez, nous pouvons lutter encore un peu. » Peut-être avait-elle obscurément senti que mon jeu avait un autre objet que celui que j'avais avoué, mais n'avait-elle pas su remarquer que je l'avais atteint? Et moi qui craignais qu'elle s'en fût aperçue, et un certain mouvement rétractile et contenu de pudeur offensée qu'elle eut un instant après, me donna à penser que je n'avais pas eu tort de le craindre. J'acceptai de lutter encore, de peur qu'elle pût croire que je ne m'étais proposé d'autre but que celui après quoi je n'avais plus envie que de rester tranquille auprès d'elle. En rentrant, j'aperçus, je me rappelai brusquement l'image, cachée jusque-là, dont m'avait approché, sans me la laisser voir ni reconnaître, le frais, sentant presque la suie, du pavillon treillagé. Cette image était celle de la petite pièce de mon oncle Adolphe, à Combray, laquelle exhalait en effet le même parfum d'humidité. Mais je ne pus comprendre, et je remis à plus tard de chercher pourquoi le rappel d'une image si insignifiante m'avait donné une telle félicité. En attendant, il me sembla que je méritais vraiment le dédain de M. de Norpois, que j'avais préféré jusqu'ici à tous les écrivains celui qu'il appelait un simple joueur de flûte, et une véritable exaltation m'avait été communiquée, non par quelque idée importante, mais par une odeur de moisi. Depuis quelque temps, dans certaines familles, le nom des Champs-Élysées, si quelques visiteurs le prononçaient, était accueilli par les mères avec l'air malveillant qu'elles réservent à un médecin réputé auquel elles prétendent avoir vu faire trop de diagnostics erronés pour avoir encore confiance en lui. On assurait que ce jardin ne réussissait pas aux enfants, qu'on pouvait citer plus d'un mal de gorge, plus d'une rougeole et nombre de fièvres dont il était responsable, sans mettre ouvertement en doute la tendresse de maman qui continuait à m'y envoyer. Certaines de ses amies déploraient du moins son aveuglement.
Les névropathes sont peut-être, malgré l'expression consacrée, ceux qui s'écoutent le moins. Ils entendent en eux tant de choses dont ils se rendent compte ensuite qu'ils avaient eu tort de s'alarmer, qu'ils finissent par ne plus faire attention à aucune. Leur système nerveux leur a si souvent crié « au secours !» comme pour une grave maladie, quand tout simplement il allait tomber de la neige ou qu'on allait changer d'appartement, qu'ils prennent l'habitude de ne pas plus tenir compte de ces avertissements qu'un soldat, lequel, dans l'ardeur de l'action, les perçoit si peu qu'il est capable, étant mourant, de continuer encore quelques jours à mener la vie d'un homme en bonne santé. Un matin, portant coordonnés en moi mes malaises habituels, de la circulation constante et intestine desquels je tenais toujours mon esprit détourné aussi bien que de celle de mon sang, je courais allègrement vers la salle à manger où mes parents étaient déjà à table et, m'étant dit comme d'ordinaire qu'avoir froid peut signifier non qu'il faut se chauffer, mais par exemple qu'on a été grondé, et ne pas avoir faim, qu'il va pleuvoir et non qu'il ne faut pas manger, je me mettais à table quand, au moment d'avaler la première bouchée d'une côtelette appétissante, une nausée, un étourdissement m'arrêtèrent, réponse fébrile d'une maladie commencée dont la glace de mon indifférence avait masqué, retardé les symptômes, mais qui refusait obstinément la nourriture que je n'étais pas en état d'absorber. Alors, dans la même seconde, la pensée que l'on m'empêcherait de sortir si l'on s'apercevait que j'étais malade me donna, tel l'instinct de conservation à un blessé, la force de me traîner jusqu'à ma chambre où je vis que j'avais 40 degrés de fièvre, et ensuite de me préparer pour aller aux Champs-Élysées. À travers le corps languissant et perméable dont elle était enveloppée, ma pensée souriante rejoignait, exigeait le plaisir si doux d'une partie de bar avec Gilberte, et, 1 heure plus tard, me soutenant à peine, mais heureux à côté d'elle, j'avais la force de le goûter encore.